نشر أقطاب الكلمة. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Dossier des militaires libanais enlevés, les négociations plus que positives. Selon Nabih Berri, le chef du Parlement s'est entretenu avec une délégation des proches des otages. Les peshmergas irakiens font reculer les djihadistes du groupe État islamique dans la région de Sinjar en Irak et lèvent le siège autour d'une montagne où étaient réfugiés des milliers de yazidis. Journée de deuil et de prière au Pakistan, la ville de Peshawar vit au rythme des enterrements des enfants assassinés mardi dernier lors du raid d'un commando taliban contre une école. Et à suivre également dans ce journal, découverte macabre dans la ville de Cairns en Australie. Les cadavres de 8 enfants âgés de 18 mois à 15 ans et une femme blessée retrouvés dans une maison où ils auraient tous été poignardés. Nabih Berri a reçu ce vendredi une délégation des proches des militaires otages. Le chef du Parlement leur a indiqué qu'un échange de prisonniers est en principe envisageable et qu'il travaille dans ce sens en coordination avec le député Walid Jumblat. Il a qualifié la situation de plus que positive. Selon Berri, le dossier des otages militaires est celui du Liban et des Libanais, assurant que chaque Libanais, toute appartenance confondue, considère ce dossier comme le sien. Le chef du législatif estime que le dossier doit être traité de la façon suivante: coopérer pour agir de façon confidentielle et pour atteindre le but requis, à savoir la libération des militaires. 25 soldats et agents des FSI sont retenus par les djihadistes du Front al-Nosra et du groupe État islamique depuis le mois d'août. 4 ont déjà été exécutés, dont 2 par décapitation. Et puis le groupe État islamique a remis une vidéo au cher Wissam Masri dans laquelle il menace les alliés de la France, à comprendre Saad Hariri, Samir Jarja et Walid Jumblat. La vidéo de 44 secondes montre 3 djihadistes de l'UI, dont l'un entièrement vêtu de noir et le visage masqué, debout, tenant un couteau sous la gorge de 3 militaires libanais à genoux devant eux. La mise en scène macabre n'est pas sans rappeler celle utilisée par l'UI en Syrie à chaque menace ou à chaque décapitation d'otages. Les 3 militaires seraient Mohamed Youssef, Saif Zebian et Ali Haj Hassan. Le patriarche maronite a appelé les tribunaux religieux à accélérer les procès tout en assurant une justice équitable. S'exprimant devant les juges des tribunaux religieux maronites, Abkelke, Marib Shararahi leur a également demandé de refuser toute forme de pot de vin. Il a indiqué qu'un comité a aussi été créé pour tenter d'assurer une réconciliation entre les époux. L'ancien président Michel Sleiman a réitéré l'importance pour les composantes libanaises de redoubler d'efforts pour résoudre les dossiers essentiels, à savoir l'élection d'un nouveau chef de l'État. Il s'est entretenu avec le ministre de la Défense, Samir Mokbel, ainsi que les ambassadeurs d'Égypte et d'Iran. Selon lui, toute solution doit être basée sur le dialogue, mais il ne faut pas oublier la nécessité de l'ombrelle internationale qui, selon lui, assure au Liban une certaine stabilité. Sur le plan sécuritaire, les renseignements de l'armée ont arrêté un important dirigeant du groupe État islamique qui planifiait des attaques terroristes au Liban. C'est du moins ce que croit savoir le quotidien Al-Jumhuriya qui cite une source militaire anonyme et selon laquelle l'arrestation a eu lieu il y a 2 jours. Une arrestation qualifiée d'importante et de coup porté à l'organisation terroriste. Par ailleurs, le bureau de renseignement des forces de sécurité intérieure a arrêté 9 personnes dans la Bekaa soupçonnées d'enlever des opposants au régime syrien. Certains de ces suspects appartiendraient au parti Baas au pouvoir. Ils auraient notamment enlevé l'opposant Mohamed Naamani et l'auraient remis à un colonel de l'armée de Bachar el-Assad. Les agents des FSI ont été la cible de tirs alors qu'ils procédaient à ces arrestations. Les combattants kurdes appuyés par l'aviation occidentale ont brisé hier le siège du mont Sinjar dans le nord de l'Irak, imposé depuis des semaines par le groupe État islamique. Les Yazidis qui s'étaient réfugiés dans les alentours ont commencé ce vendredi leur retour chez eux. Cette opération va se poursuivre jusqu'à la fin du contrôle des djihadistes sur certaines zones. Cette offensive a permis de couper les routes d'approvisionnement clés utilisées par le groupe. Autre succès revendiqué par la coalition internationale, la mort de 3 chefs de l'UI. Ils ont été tués dans des frappes aériennes américaines au début du mois. Parmi eux se trouve Abdel Bassit, considéré comme l'émir militaire du groupe. Mais le dirigeant suprême de l'organisation, Abou Bakr el-Baghdadi, ne figure pas parmi eux, selon des responsables américains. Dans un instant, nous ferons le point sur la cyberattaque contre Sony. À tout à l'heure.
Retour sur le plateau de l'info du 1640. Troisième jour de deuil au Pakistan après l'attaque des talibans contre une école de Peshawar. Si la violence est quasi quotidienne dans le pays avec des attaques contre les forces de sécurité, le massacre de 132 enfants mardi dernier a bouleversé le pays. La plupart des élèves de cette école administrée par les militaires ont peur de retourner en classe. Certains élèves de l'école disent ne plus vouloir étudier de peur que les terroristes reviennent pour les tuer. Pas d'école donc ce vendredi pour les élèves, mais une journée de prière dans tout le pays. Après le chagrin, l'heure est à la colère. La population accuse le gouvernement de ne pas agir. Première réponse du Premier ministre Nawaz Sharif, la reprise des exécutions de peine de mort pour des actes terroristes. L'armée a donné vendredi son feu vert à l'exécution de 6 rebelles islamistes. Et puis de l'autre côté de la frontière, en Afghanistan, la mission Pamir des forces françaises prendra officiellement fin le 31 décembre avec le départ des derniers 150 militaires français. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Défense. Un départ qui marquera la fin de 13 années de présence française en Afghanistan au sein de la Force internationale d'assistance et de sécurité sous commandement de l'OTAN. La France, qui a déployé jusqu'à 4000 soldats au plus fort de son engagement, avait déjà retiré ses troupes combattantes en 2012. Au total, quelques 70 000 soldats français ont servi en Afghanistan depuis 2001. 89 y ont perdu la vie et 700 ont été blessés. Une macabre découverte dans une maison de Cairns en Australie. Les cadavres de 8 enfants âgés de 18 mois à 15 ans ont été retrouvés ce vendredi par leur frère aîné. À leur côté, une femme grièvement blessée a été immédiatement hospitalisée. Son état est stable selon la police qui a pu l'interroger. Il s'agirait de la mère de certains enfants. Pour l'heure, très peu d'informations sur ce fait divers. Selon plusieurs médias australiens, les enfants auraient été poignardés et étouffés. Dans le quartier, c'est la consternation. Le crime s'est déroulé dans une banlieue de Cairns, la grande ville du nord-est de l'Australie. Les enquêteurs tiennent à rassurer les habitants. Aucun meurtrier fugitif n'est recherché. Le quartier a été bouclé. La police scientifique passe au peigne fin à la maison du drame. Un événement tragique qui intervient 3 jours après la prise d'otages dans un café de Sydney et qui s'était soldé par la mort de 3 otages et du ravisseur. Un acte de désespoir à Madrid. Le siège du Parti conservateur au pouvoir en Espagne a été pris pour cible par un chef d'entreprise qui a tout perdu. À bord de sa voiture, l'homme a foncé dans le bâtiment. Dans son véhicule, 2 bonbonnes de gaz et des sacs d'engrais industriels. Plus de peur que de mal, il n'y a eu aucune explosion et personne n'a été blessé. L'homme de 37 ans a été aussitôt arrêté. Originaire de la province de Teruel en Aragon, il est au chômage depuis 2 ans. Les forces de police ont immédiatement bouclé le quartier. Une ligne de métro a été interrompue et plusieurs stations ont été fermées. Les engrais sont en cours d'analyse. Après le dégel historique entre Cuba et les États-Unis, l'heure est à l'interrogation. Certains sont enthousiastes et se félicitent de l'annonce sur la normalisation des relations entre les deux pays. D'autres attendent de voir plus concrètement. Après un demi-siècle de brouille, Raúl Castro et Barack Obama ont rompu la glace. Dès janvier, il y aura des entretiens officiels et de possibles voyages sont évoqués à Washington et à La Havane. Cette amorce de réconciliation va de toute manière buter sur un Congrès américain globalement hostile à la levée de l'embargo économique que les Américains imposent aux Cubains depuis 1962. Puis aux États-Unis, 88% des jeunes Cubains disent soutenir le président américain, ce qui pourrait donner un avantage stratégique aux candidats démocrates pour les élections de 2016. La crise en Ukraine et les relations avec la Russie au cœur du sommet des 28 réunis hier à Bruxelles. Pour le président du Conseil européen, l'UE doit adopter une stratégie de long terme face à Moscou. Mais la situation en Ukraine exige aussi une réponse immédiate. Aucune décision n'a été prise, ni allègement, ni renforcement des sanctions en cours, excepté pour la Crimée, alors que le rouble s'est effondré ces derniers jours. On écoute François Hollande. Il n'y a pas eu de décision d'élever le niveau de sanctions, puisqu'il y a en ce moment même un processus qui est de nouveau engagé. Le cessez-le-feu est respecté, ou plus exactement, il n'y a pas eu de décès depuis qu'il a été de nouveau proclamé. Mais qu'on est encore loin. Il faut qu'il y ait de nouveaux progrès, notamment pour la libération de prisonniers et aussi pour le respect de la ligne de démarcation et le retrait des armes. Nous allons continuer à parler avec le président Poutine et le président Poroshenko, Angela Merkel et moi-même. Ça va se faire dans les prochains jours.
compte tenu de ce qui va se produire dimanche ou lundi, la réunion du groupe de contact. Donc nous voulons travailler et nous voulons avancer, et avancer vite, pour qu'il y ait encore de nouveaux progrès d'ici la fin de l'année, et puis encore davantage au début de l'année prochaine, pour arriver à ce que toutes les dispositions de Minsk puissent être appliquées. La division cinéma de Sony a annulé la sortie de sa nouvelle comédie, The Interview, pliant devant les menaces d'une nouvelle attaque informatique. Une décision qui a suscité une vive controverse à Hollywood et au-delà. Dans le film, 2 journalistes sont recrutés par la CIA pour assassiner le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Pyongyang s'est indigné et qualifié le long métrage d'acte de guerre. Les services de sécurité américains qui examinent cette attaque gardent à l'esprit qu'il faut une réponse proportionnée, tout en affirmant ne pas être en mesure d'attribuer la responsabilité de la cyberattaque à la Corée du Nord. C'est dans ce contexte que l'Assemblée générale de l'ONU a demandé la saisine de la CPI, la Cour pénale internationale, pour des crimes contre l'humanité commis par le régime nord-coréen. Des atrocités sans égales dans le monde contemporain, selon un rapport des Nations Unies. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Dossier des militaires libanais enlevés, les négociations plus que positives, selon Nabih Berri. Le chef du Parlement s'est entretenu avec une délégation des proches des otages. Les peshmerga irakiens font reculer les djihadistes du groupe État islamique dans la région de Sinjar et lèvent le siège autour d'une montagne où étaient réfugiés des milliers de yazidis. Journée de deuil et de prière au Pakistan. La ville de Peshawar vit au rythme des enterrements des enfants assassinés mardi dernier lors du raid d'un commando taliban contre une école. Et puis cette découverte macabre dans la ville de Cairns en Australie. Les cadavres de 8 enfants âgés de 18 mois à 15 ans et une femme blessée retrouvée dans une maison. Ils auraient tous été poignardés. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Vous retrouverez Serge Berberi à la barre du prochain JT. Excellente soirée à tous et à toutes. يجب أن يستقيل في الساعات القادمة 20 أكتوبر 2020.